Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler. C'est bon? C'est On y bon. va? Je sais pas si... Alors, je vais y aller et puis vous m'interromprez dans le chat si, euh, si je dois faire autre chose. Vous me le dites. Ok, c'est parti. Tac. Ok. Alors, donc moi, je vais vous parler j'ai fait une petite presse qui j'ai appelé pompeusement l'Agile Vert, qui est en fait, je vais vous parler d'éco-conception et de numérique responsable. Donc c'est une présentation qui va être assez orientée à IT, mais donc je ne sais pas quel est le public, si vous êtes tous orientés à IT ou pas. Et donc c'est quelque chose qui va être quand même très orienté à IT. Et donc je vais vous parler de ça à travers donc les principes agiles. Et donc ça va être un peu le but de mon propos. Donc d'abord, je vais introduire un petit peu en posant le problème, en montrant quelques définitions et en donnant quelques outils. Et puis après, on rentrera vraiment dans le cadre de comment on peut, avec des principes agiles, interagir sur le numérique responsable et donc faire et aussi avec proposer quelques principes d'éco-conception, tout en restant un agiliste. Alors ça marche pas, ça c'est pas cool. Si ça marche. Donc ça c'est le petit slide pour les partenaires. Je sais pas combien de temps je dois rester dessus, mais voilà, il y a plein de partenaires, c'est super, bravo à eux. Nous on en soit. Donc moi je me représente rapidement. Je m'appelle Jérôme Silly, je travaille chez Hippon Technologies. Avant, j'étais pas en société de service, j'étais plutôt chez des clients finaux qui sont PMU, course de chevaux. J'étais pas chômeur, je travaillais réellement au PMU. Et chez Bouygues Télécom, et j'ai fait un an de start-up, c'est une boîte qui s'appelle Cézanne TV, qui n'existe plus. Et donc je suis responsable du numérique responsable et de l'agilité chez Hippon Technologies. Voilà. Alors, en brève introduction, il y a un climatologue glaciologue qui s'appelle Jean Jouzel, qui est assez connu, et qui, lui, émet ce postulat en disant sur 800 000 ans, il n'y a jamais eu tant de teneur de gaz carbonique en méthane, donc voilà, aussi élevé qu'aujourd'hui. Et ce qu'il dit en plus de ça, c'est que la relation elle est forte entre les gaz à effet de serre et le climat. Cette relation forte, elle est vraie pour les 800 000 dernières années. Donc on peut estimer que c'est une relation qui est vraie. Voilà, c'est un postulat qui pose le débat. Donc, amis, s'il y a des climato-sceptiques, là, c'est quand même difficile à contrer comme argument. Alors, maintenant pour le numérique. Donc le numérique, mes chiffres datent un peu. Voilà, c'était 4% des gaz à effet de serre en 2019, ce qui est déjà énorme. Et a priori, d'ici 3 ans maintenant, 2 ans maintenant, que dis-je, 2 ans maintenant, on aura doublé ce chiffre de 2019. On devrait approcher les 8% et peut-être même un peu plus, d'après les derniers chiffres que j'ai vu arriver, puisque le numérique est un des seuls pans qui n'est pas du tout, qui n'a pas fait encore son asymptote, qui a une courbe de progression très linéaire. Donc ça, c'était des sources du Shift Project. J'ai pas réactualisé mes chiffres, mais ils doivent pas être franchement meilleurs. Voilà. Alors, pour matérialiser tout ça, j'aime bien cette petite BD que je pense que la plupart d'entre vous connaissent maintenant, qui est de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, et qui, avec un dessin et une petite bulle de BD, montre bien que le numérique, c'est très très réel, et que donc les émissions de dioxyde de carbone dues au digital, donc le digital, la simulation numérique, quoi, sont l'équivalent de celle de toute la flotte de camions mondiale. Donc là, on se représente bien ce que c'est. 2 fois la marine marchande mondiale. C'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. J'aime beaucoup l'illustration en BD, c'est aussi un des principes, par exemple, de l'extreme programming, c'est de faire des analogies. Là, voilà, c'est une analogie assez forte qui représente bien ce qu'on veut dire. Je vous parle rapidement de ça, ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Le sac à dos écologique, c'est-à-dire que notre petit ordinateur portable de 2 kilos, alors peut-être qu'ils sont moins lourds le vôtre, et que voilà. Et bon, vous pouvez faire les proportions, mais il restera quand même beaucoup d'eau, beaucoup de matières premières et beaucoup de combustible. Donc notre petit ordinateur, il a un gros tonnage pour être fait. Donc c'est quelque chose de précieux qu'il faut qu'on économise.
Voilà, donc ça c'est l'impact d'un objet numérique lors de sa vie. On voit que y a un impact un petit peu partout, que l'impact est surtout à la fabrication. Nous, on va se focuser plus sur l'utilisation, mais on voit que l'utilisation, c'est pas neutre. Et donc, il va falloir que nous aussi, on fasse des efforts. Et donc, ces efforts-là, on peut les faire, même nous, agilistes, on peut vraiment axer notre focus dessus. Donc, les impacts environnementaux, ça, c'est pour vous montrer qu'ils sont à tous les niveaux du SI, mais principalement sur les terminaux, voilà, mais ils sont aussi sur les data centers et sur le réseau, bien entendu. Voilà. Mais en gros, ils sont à plus ou moins un degré différent. Bon, c'est pas ça qu'il faut retenir, puisqu'on ne va pas insister sur ce point. Alors, quelques petites définitions rapidement. Le numérique responsable Green IT, donc c'est la démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique. Voilà. Alors, économique et social et numérique, ça, je ne vais pas vous en parler. Je vais surtout vous parler de l'empreinte écologique, moi. Les deux autres parties sont importantes aussi, mais je vais moins vous en parler. Donc il y a l'éco-conception aussi de services numériques. Donc ça, c'est comment on arrive à faire des services numériques en ayant réfléchi un peu plus à comment faire que nos services soient numériquement responsables. Ça aussi, je vous en parlerai. Puis il y a l'IT for Green. Alors ça, je ne vais pas vous en parler trop. Bon, bah, c'est vrai que c'est très utile. Hein. Par exemple, nous, chez Hippon, on avait un client qui faisait du traitement d'images satellites, mais c'était pour les gros porte-conteneurs, pour les bateaux, pour qu'ils puissent éviter les bancs de poissons ou les gros animaux marins. Je ne sais pas comment on les appelle exactement, mais bon, genre les baleines et tout ça, afin qu'ils rentrent pas à pleine balle dans ces animaux-là, et donc laisser la biodiversité continuer à s'exprimer tant qu'elle peut dans les océans, même si c'est pas terrible en ce moment. Voilà. Alors, là, je vais aussi parler un petit peu de mesure et d'analyse, parce que moi, quand j'ai fait ma première leçon de Scrum, maintenant très très longtemps, ce qui m'avait frappé dans cette... parce que je pensais qu'on allait faire le Scrum Guide et tout, j'avais déjà un peu lu avant, et ça, et pas du tout. Le formateur, son deuxième ou troisième salle, il avait mis mesurer, analyser. Ça m'avait frappé. Pour un cours sur le Scrum, je m'étais dit, ah bon, pourquoi ça? Et effectivement, si on mesure pas, analyser c'est encore autre chose, mais si on mesure pas, surtout, je vais surtout parler de la mesure, si on mesure pas, on s'améliore jamais. Et dans tout ce qu'on fait, aussi bien en agilité que sur le numérique responsable, mesurer c'est essentiel parce qu'on veut s'améliorer, on veut faire de l'amélioration continue. J'y reviendrai notamment. Alors, mesurer l'impact. Alors là, je vais passer hyper rapidement, je vous partagerai les supports, donc vous pourrez sans problème les lire plus en détail si vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mesurer à tous les niveaux, aussi bien sur les usages métiers que sur les applis, bien sûr, et le logiciel. Donc, on va parler d'éco-code à ce moment-là. Et puis, bien sûr, sur les infras, où les infras, ça c'est même maintenant... le Green IT et le FinOps sont tellement liés que effectivement tout le monde est très intéressé par ça, même si c'est pas tout à fait la même chose. Alors là, je vous présente quelques outils, mais bon, voilà, j'aime bien citer GreenSpector parce que c'est des gens que je connais un petit peu et qui font quelque chose vraiment de super. Ecometer, c'est vraiment super sympa. Le petit plugin Green IT Analysis que je vous engage à tester et qui montre qu'on peut faire tous des progrès sur nos sites web, à tous, y compris ma propre société. Voilà, donc voilà, c'est des outils très simples. Et Power API, alors là, je ne vais pas trop vous en parler parce que je le maîtrise juste pas du tout, il est très compliqué, mais il fait des choses bien. J'aurais pu citer encore plein d'autres choses. Il y a même, par exemple, sur SonarQube, où maintenant ils ont fourni Quality Gate, Green, voilà, Cast, ou des outils comme ça qui se mettent au green. Voilà, et puis les bases de données que sont NeraOctet ou Boavista. Mais ça, je vais pas en parler parce que ça serait une conf à tout ça. Un outil aussi qui est l'analyse de cycle de vie. Alors dans notre cas, ça c'est la norme ISO. Dans notre cas, on utilisera plutôt l'analyse de cycle de vie d'un service numérique. On voit qu'il est un petit peu différent par rapport à celui-là. C'est-à-dire que nous, dans notre cas, effectivement, la fin de vie, elle va être un peu plus dure à faire.
Mais au niveau déploiement et administration, c'est des choses qui sont un petit peu différentes que la livraison en camion d'un produit manufacturé. Voilà. Et si on a le temps, j'ai un petit atelier à la fin là-dessus, mais j'ai jamais réussi à le faire en 4 confs que j'ai fait, donc je suis assez... Voilà. Mais si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous en parler. Voilà, donc le petit atelier, c'est de dire comment à chaque étape de cette analyse de cycle de vie, nous, agilistes, on peut interagir dessus. Et il y a moyen à chaque étape. Alors, le Spring Goal de l'Agile vert. Le Spring Goal de l'Agile vert. Donc là, je reprends des termes très... Pardon. Désolé. Donc, le Spring Goal, donc là, j'ai repris pour faire un petit effet, hein, c'est de dire que notre Spring Goal à nous, des services numériques pour la planète, ça serait de respecter les accords de Paris. Donc, vous les connaissez tous. Donc, en gros, je mets la phrase du dessous, hein, c'est faire baisser les gaz à effet de serre induits par les services numériques. Donc ça, notre petite part à chacun, c'est important. C'est quelque chose qui est vraiment qui sera importante. Chacun à notre niveau, en faisant notre part, on y arrivera. Et c'est très important qu'on croit qu'on peut le faire et qu'on fasse. Donc c'est notre sprint goal, qui est un sprint très long, mais qui est un sprint en même temps, qui est un vrai sprint puisque c'est à la fois long mais très court. Voilà. Alors, l'agile vert, c'est quoi? Alors, quand j'ai fait la conf avec la designeuse et même ma femme, quand j'ai dit que je voulais appeler ça comme ça, elle m'a dit, tu veux parler d'argile vert? J'ai dit non, je veux parler d'agile green, enfin d'agile vert. Alors, c'est quoi? Alors, là, d'habitude, je suis en interaction en physique, donc c'est plus simple. L'événement se terminera dans 2 minutes. C'est normal, ça? Je ne sais pas s'il y a un petit problème, mais j'espère que ça ne va pas couper, vous me direz. Alors, qui est ce monsieur? Alors, ce monsieur, je vais passer vite. Alors, dans la salle, on n'arrive pas trop à trouver. Je vais vous donner un petit indice. En gros, ce monsieur, moi je viens de Versailles, c'est le bourgeois gentilhomme, donc c'est monsieur Jourdain. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, nous, les agilistes, nous faisons du numérique responsable sans le savoir. Monsieur Jourdain, il faisait de la prose sans le savoir. Mais nous, les agilistes, nous faisons du numérique responsable, Green IT, quand on travaille dans l'IT, sans le savoir. Pourquoi? Hop, je reviens là-dessus. Voilà. Être agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut faire l'essentiel en premier, faire juste le nécessaire, faire avec peu si possible, faire à la bonne vitesse, et faire de manière itérative et avoir des feedbacks réels et rapides. Et bien tout ça, c'est aussi des principes d'éco-conception. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, on va en voir quelques-uns, mais sachez que ça, en tant qu'agiliste, quand vous faites ça, vous faites de l'éco-conception. Donc c'est important. C'est important, ce genre de choses est déjà très important. Donc être agile aussi, c'est aussi faire changer un mindset. C'est acculturer les gens. On parle beaucoup d'acculturation, hein, notamment par exemple dans les formations SAFE, tout ça. Donc on parle beaucoup d'acculturation, tout ça, au niveau des entreprises même, et tout ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très compliant avec le numérique responsable, parce que faire changer les mentalités, ça va devenir très important. Que tout le monde ait conscience qu'il faut maintenant, comme on a mis du temps à faire de la sécurité by design, et maintenant on va faire du green by design aussi. Voilà. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps, mais bon, même si ça doit prendre du temps, on en fera. Alors, l'agile vert, les principes. Quelques principes plutôt. Donc, infuser l'éco-conception et le numérique responsable via rendre autonomes les équipes. Ça, c'est super important. Plus les équipes seront autonomes, et finalement, le but d'un Scrum Master, d'un coach agile, pas d'un PO, mais voilà, de la plupart des agilistes, même d'un PO finalement, c'est de rendre que les équipes soient le plus autonomes possible. Et plus elles vont être autonomes, plus elles vont agir sur leurs produits, plus elles vont se sentir responsables que leurs produits soient compatibles avec. Ok, alors, je crois que j'en étais là.
Donc, je vous parlais des cadres de travail agiles qui vont faciliter la création de services numériques durables. Alors oui, et pas que d'ailleurs, mais la démarche de certains frameworks agiles, hein, comme Scrum, vraiment s'y prête vraiment très bien, hein, d'avoir des feedbacks rapides pour corriger la trajectoire du produit, de coller vraiment au plus près du besoin utilisateur, de vraiment de faire le produit qui réponde le mieux possible aux besoins. Donc ça, c'est quelque chose de très numérique responsable et qui correspond bien à ce qu'on veut faire quand on fait de l'éco-conception. Le lean management, forcément. Donc ça, bien sûr, puisque ça vise à réduire tous les gaspillages dans une chaîne de production. Donc forcément, là, on va bien toucher aussi à ce que le numérique responsable veut arriver, c'est-à-dire faire le moins de choses possible, parce que effectivement, si même je vais plus loin, c'est-à-dire que le meilleur service que je ferai, c'est celui que je fais pas. Mais bon, on peut pas vivre quand même comme ça, donc il faut essayer de faire le service qui va coller au plus près du besoin utilisateur. Alors, une précision vraiment que j'aime bien, que j'ai mis importante, mais voilà, une précision, c'est que l'éco-conception est totalement compatible avec les cadres de travail, cadre de travail agile, et voilà, on peut utiliser les principes agiles tout au long d'un cycle de vie d'un produit éco-conçu. Donc ça, j'espère que j'ai mon petit atelier normalement pour le montrer. Je vous en parlerai juste peut-être un petit peu à la fin. Voilà. D'autres principes agiles que j'aime bien, voilà, qui collent bien avec pour renforcer l'éco-conception, le KISS, le Keep It Stupid Simple, hein, qui est un principe de la Navy, la simplicité. Et faire simple, c'est pas simple. Donc la simplicité, bien sûr, c'est pas de fonctionnalité inutile, pas de complexité technique inutile, voilà. Et donc ça, c'est à nous, les agilistes, de faire passer ça. Quand on est Scrum Master, quand on est PO, c'est vraiment à nous de faire passer ça, de faire passer ces messages-là. Le YAGNI, alors là, bien que je travaille beaucoup en anglais en ce moment, je suis toujours pas très bon. You are gonna need it. Voilà. Donc ça, c'est issu de l'XP, et voilà, c'est pour dire aux concepteurs logiciels, à nos amis dev, de dire non, ne prévoyez pas 5 coups à l'avance. On fera plutôt de la refacto si vraiment il faut, mais collez aux besoins utilisateurs, et ne prévoyez pas que le produit va évoluer pendant 150 ans et tout ça, quoi. Donc faisons ce que nous avons besoin. Pareil, mais même au niveau du code. C'est quelque chose qui, dans l'équipe, le Scrum Master ou le coach, voilà, même un coach craft, va pouvoir insuffler ça. Ça, il n'y a pas de problème. Et tout ça, c'est des principes qui vont renforcer l'éco-conception. Puis il y a le fameux optimum de Pareto, hein, la fameuse loi des 80-20. Donc c'est en gros, c'est que 20% des besoins sur 100% d'un produit imaginé, il y a peut-être que 20% des besoins qui vont être utilisés, ou que il y a 80% il y a 80% des bugs qui vont être réalisés par 20% d'une partie du code, des choses comme ça. Donc en gros, c'est de se dire toujours, revoyons les gros cailloux, et les petits cailloux, on les traitera plus tard. Ça rejoint un petit peu cette idée de coller au plus près du besoin utilisateur. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui donne toujours de la valeur, aussi bien au business, à l'utilisateur, et donc pour la planète. Voilà, puisque si on donne plus de valeur, ça veut dire qu'on va peut-être pas faire les choses inutiles, et donc c'est un peu ce qu'on va appeler le value-driven développement. Alors moi, je suis pas un pro, je suis pas un pro du produit, mais c'est quand même quelque chose cet optimum de Pareto qui est souvent utilisé par les coachs produits pour dire aux gens, attention, vraiment, de faire le gros caillou, c'est quelque chose de très important. Alors, la fameuse règle des 3 U, là aussi, c'est quelque chose qu'on voit plutôt par les coachs produits. Donc, c'est le fameux utile, utilisable et utilisé. Alors, le utile, utilisable, on y est souvent plutôt sensible, et on essaye de faire tous le mieux possible pour que ça soit utile, utilisable, en faisant même des fois des benches, en
faisant des personae, en allant interviewer des futurs utilisateurs, en faisant du benchmark, des choses comme ça. Donc, on essaie, l'utilisable aussi, hein, les UX UI, on utilise beaucoup maintenant de techniques là-dessus. Et bien souvent, c'est l'utiliser qui est un petit peu délaissé, c'est-à-dire qu'on met le produit en prod et forcément on mesure pas vraiment bien, des fois même on oublie de mesurer, donc ça c'est vraiment très important, pensez-y, mesurez tout ce que vous faites. Si c'est pas utilisé, il faut pas le garder, il faut l'enlever du code, c'est quelque chose qui est très important, de savoir comment les gens vont faire pour l'utiliser. Et puis surtout, ça peut servir après pour faire mieux la prochaine fois, se dire pourquoi il n'a pas été utilisé notre service. Donc mesurez pour savoir si votre produit il est utilisé. Alors sur Scrum et sur XP, il y a des valeurs. Alors, sur Scrum, c'est force. Alors je sais plus ce que veut dire force, focus, je sais plus trop quoi. Il y a le respect aussi dedans et il doit y avoir le courage. Et respect, courage et simplicité, c'est aussi dans les valeurs de XP, du Extreme Programming, dans le manifeste agile aussi, il doit y avoir des valeurs et tout ça. Donc, voilà. Donc je me suis dit, allez, qu'est-ce que ça va être les valeurs pour l'agile vert? Alors, les valeurs, bien sûr, il y aura le respect des humains, des écosystèmes et des ressources de la planète. Donc là, je fais un petit peu je fais pas que dans le green, mais je parle aussi de l'aspect humain et c'est vraiment important aussi. Le courage, parce que ça va demander du courage des fois de dire, notamment pour nous qui sommes, par exemple, nous qui travaillons dans des sociétés de services, des fois on aimerait bien faire plein de choses avec nos clients, mais des fois il faudra leur dire non, faut pas faire ça. Et ça c'est vraiment compliqué des fois, hein, à dire non, faut pas faire ça. C'est vraiment très compliqué. Il y a aussi la simplicité qu'on va retrouver, hein, je vous en ai beaucoup parlé, et qui va impliquer d'avoir de la sobriété, ce que j'appelle de la sobriété choisie et volontaire. Et c'est ça de la sobriété. Parce que quand elle va être imposée, ça va s'appeler de la pauvreté. Et ça sera vraiment différent. Donc, faisons simple, soyons sobres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Mais c'est quelque chose qui va tendre vers ça. Donc voilà, ça c'est des valeurs. Alors après, c'était pour faire un peu genre, mais c'est pas quelque chose qui existe en vrai. Mais c'est quelque chose que je tenais à vous faire passer parce que je pense que surtout la valeur du milieu, le courage, parce que des fois, effectivement, pour parler de ces sujets-là, c'est pas toujours facile. Les gens n'ont pas toujours le temps, donc prenez votre bâton de pèlerin et allez-y quand même. Alors, l'agile vert en pratique. Alors, en conception, c'est ce qu'on a dit, hein, focus sur l'utilisateur, donc ça, je vais pas revenir dessus. Réduire les fonctionnalités au minimum, donc la frugalité fonctionnelle, hein, soyez frugaux, pardon, soyez frugaux. Donc faites le moins de choses possible, mais qui vont être le plus efficaces possible pour votre produit. Mettez toujours les choses en valeur quand vous en avez effectivement besoin, hein, c'est-à-dire que c'est pareil, ça rejoint un peu toujours le YAGNI, mais de toute manière, ce qu'il faut retenir de tout ça, après il y a la CD et les 3U, mais c'est que la conception, c'est là où on va gagner le plus. Donc la conception, c'est quelque chose de super important. Donc quand vous êtes dans vos équipes, soyez très très vigilants à la conception. C'est là où on va gagner le plus. C'est à ce moment-là. C'est pas après. Après, on verra, il y a aussi des choses qui sont possibles à faire. Mais là où on va gagner le plus, c'est en conception. La conception, soyez vraiment acteurs de ça. Ne laissez pas pour vous décider les autres. Si vous voyez qu'il y a des choses qui vont à l'encontre du bon sens sur des produits, des choses comme ça, soyez vraiment acteurs de ça. La conception, c'est très important. C'est là où la majeure partie des services éco-conçus ou de l'éco-consommation va se jouer. Ouais, alors lors des séries Scrum Money Scrum aussi, on va pouvoir aussi mettre un petit peu de vert, hein, et de bien dimensionner son sprint goal à chaque fois. À la fois, donc, bien respecter ses sprint planning, donc d'être bien focus sur le sprint planning. Être focus, c'est quelque chose qui va être important. Donc, rappeler le sprint goal à chaque daily, c'est des choses que des fois, je vois que c'est pas du tout fait. C'est un truc de ouf. C'est vraiment incroyable. C'est que des fois, le daily, c'est j'ai fait ça hier, je vais faire ça aujourd'hui. Et des fois, c'est pas du tout même en rapport avec le sprint goal. Donc, des fois, les bons Scrum Masters disent, oui, mais c'est bien en lien avec le sprint goal.
Parce que, et des fois, en plus, il y a pas de board et des choses comme ça, parce qu'on me dit souvent on est en remote et je sais pas, des fois, ils partagent pas le board. C'est des choses que j'ai encore vues. Ah oui, éviter le gros danger du produit sans fin. Donc voilà, donc toujours avoir les stakeholders qui sont là à la sprint review, c'est hyper important de les sensibiliser à ça, de leur dire bah voilà, là, vous faites des tableaux aussi sur le utiliser, voilà, le produit l'utiliser comme ça, tout ça. Et puis peut-être essayer de partager des KPI en sprint review qui vont pas être forcément que la vélocité, le nombre de bugs ou le team mood, mais qui peuvent être aussi des choses sur la sobriété énergétique de votre infra, qui vont être sur la consommation CO2 de votre appli, la consommation d'eau aussi, avec les petits outils que je vous ai montrés, comme le Green IT Analysis ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez essayer, c'est sympa. Et puis l'amélioration continue, essayer de faire des rétrospectives, et pourquoi pas faire des rétrospectives des fois orientées Green IT. Moi, j'ai essayé ça une fois ou deux dans des équipes avant. J'avais plus des équipes full Ypon, ça je pouvais essayer. C'est plus difficile un peu chez les clients parce qu'on est, voilà, c'est toujours, faut être plus courageux. Même moi, faudra que je sois encore plus courageux pour réessayer. Voilà, et ça donne des résultats en plus plutôt sympas et des fois surprenants. Alors, et oui, lors des périodes de dev aussi, oui, là, donc ce que je vous disais, donc voilà, il faut encourager toujours la qualité, hein, parce que plus on va avoir de la qualité de code, mieux ça sera. Ne pas hésiter à faire des ateliers de conception technique, donc pousser vos équipes à faire de la conception technique, hein, pourquoi pas aller vers du serveur AWS, compression de data. Enfin, moi je suis pas expert en tout ça, mais donc moi j'essaie de pousser les équipes en tout cas à faire ce genre de choses, passer du temps dessus, c'est du temps bien investi. Faire du refacto pour lutter contre l'obésité logicielle, hein, de pas se dire alors ce que j'aime bien dire là-dessus, c'est que normalement, un produit, on doit pouvoir l'utiliser sur des navigateurs ou des terminaux ou des choses comme ça qui ont 5 ans de recul. C'est beaucoup, 5 ans de recul. Hein. Et c'est le minimum. Enfin, c'est le minimum que donnent dans les frameworks d'éco-conception qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qu'on ne pense jamais, parce que des fois, on utilise le dernier framework de la mort qui tue, qui va déjà peser hyper lourd, hein, rien qu'au démarrage, vous n'avez même pas codé une ligne. Et donc ça, faut dire aux équipiers qui sont souvent assez friands de nouvelles techno, de leur dire, attendez, est-ce qu'on est bien sûr qu'on a besoin de ça pour notre produit? Réfléchissons bien, et surtout, une petite image que j'aimais bien, c'est que pour envoyer, enfin je sais plus, quand ils avaient fait la mission Apollo, l'émission Apollo, ils avaient genre besoin d'un mail et de la puissance de calcul pour envoyer un mail et une pièce jointe, alors qu'aujourd'hui, on a des puissances de calcul de ouf. Et pourtant, on n'a pas besoin de tous les jours d'envoyer une fusée sur la Lune, quoi. Et les données c'est important aussi, parce que les données, il faut bien définir et qu'elles soient utiles, les données, il faut avoir une politique de suppression et privilégier un accès direct. Les données, c'est très important, on n'y pense jamais aussi, on dit, on a de la place, c'est pas grave, on y va, go, on verra bien, même si ça sert pas, on verra bien. Si, il faut que ça soit utile, les données, ou sinon, il faut pas les conserver. Alors, l'agile vert, c'est aussi du concret pour les DevOps. Alors ça, je vais y passer rapidement, parce que ça aussi, on pourrait faire plein, on pourrait faire un sujet complet dessus. Donc avoir le bon nombre d'environnements, c'est-à-dire que... et puis aussi penser à les éteindre. Hein. Moi, j'aime bien dire, quand le dev dort, l'environnement, il dort aussi. Pensez vraiment à les éteindre, hein. C'est pas la peine que l'environnement, il n'y a personne dessus, on fait rien, voilà. Penser à faire de la scalabilité automatique, donc ça c'est des choses qui vont servir plus en FinOps aussi, donc ça c'est vachement bien, avoir une bonne hygiène de la CI/CD, pour pas faire des builds sans cesse et que ça pète tout à chaque fois et qu'on soit obligé de refaire, donc ça aussi c'est très bien d'avoir ça, donc ça c'est vraiment des principes de base. Voilà, et puis ce que je disais au début, on utilise les environnements sur les plages où ils sont utilisés. L'agile vert et la loi, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi RIN, qui date de 2021 maintenant, de mi-novembre 2021. Alors, elle n'est pas très coercitive comme loi, donc je pense qu'il y a des lois qui sont plus coercitives qui vont arriver plus tard, quoi. Je pense que d'ailleurs, on a mieux fait de se concentrer à faire des lois coercitives sur ce genre de choses que d'autres lois. C'est un avis très personnel. Donc, pas grand-chose là-dessus, juste que, par exemple, le chapitre 1er, c'est faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique.
Donc même de faire des petites formations, de faire des BBL là-dessus et tout ça, c'est déjà important. Ça fait limite partie de la loi, mais même si rien de coercitif. Et puis faire émerger et développer des usages numériques et écologiques vertueux. Donc ça, c'est plutôt, c'est très coercitif pour le service public, c'est beaucoup moins pour tout ce qui est dans le privé. Voilà. Après, bon, il y a d'autres choses qui concernent moins. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans l'agile vert? Un petit takeaway avec une prise de hauteur. Alors là, j'ai mis une photo qui n'est pas très respectueuse de l'environnement, parce qu'elle est très grosse, elle est très belle, mais un peu lourde. Donc, beaucoup de principes agiles sont des principes d'éco-conception, ce que je vous ai dit en intro, mais vraiment, sachez-le. Donc, maintenant que vous en êtes conscient, ou peut-être que vous en étiez conscient avant, tant mieux, portez encore plus ce message. Donc l'acculturation numérique responsable, ça va être même, j'espère maintenant, dans tous les bonnes mallettes de tous les agilistes, qu'on soit tous ancrés sur ce numérique responsable. Et donc, rappeler sans cesse que notre spring goal de l'agile vert en général, c'est de faire baisser les gaz à effet de serre induits par les services numériques. Qu'au moins on ait une courbe asymptotique, qui ne soit pas une courbe complètement linéaire vers le haut, ce qui est le cas aujourd'hui. Parce qu'il y avait un chiffre, alors je ne sais plus qui avait cité ce chiffre-là. Je me demande si c'est pas, encore une fois, c'est peut-être dans une conf que j'ai écoutée sur de Monsieur Jancovici, je ne sais plus. Mais en gros, si on fait du business as usual, dans 3 générations, il n'y aura plus trop d'informatique. 3 générations, c'est 60 ans. Donc il faut vraiment qu'on s'y mette tous et que on puisse faire en sorte que notre métier va durer en étant dans des guidelines plus acceptables pour la planète. Alors, si on revient un petit peu dans la tranchée, parce que là on a pris de la hauteur, mais on va revenir dans la tranchée, mesurer et inclure des KPI d'optimisation énergétique, dans ce que je vous disais, donc essayer de pas toujours mesurer que la vélocité, que la puissance CPU ou des choses comme ça, mais pourquoi pas le nombre de bugs et tout ça, mais pourquoi pas avoir des KPI qui soient orientés CO2 ou sur l'eau et tout ça. Donc c'est des KPI assez faciles à sortir. Et quand on mesure, on sait qu'on peut s'améliorer. Et toujours sensibiliser, mobiliser les équipes. On n'en fait jamais assez, on n'en fait jamais trop. Moi, je pense qu'on a toujours à y gagner de resensibiliser les gens. Voilà, et donc, et soyez le garant de cette fameuse règle des 3 U qui est importante, avec utile, utilisable, utilisé. Ça, c'est super important. Et donc, voilà, vous êtes au cœur de la mêlée. En tant qu'agiliste, vous êtes au cœur de la mêlée. Et c'est pas qu'une image. Et donc, c'est quelque chose qui est important que vous fassiez passer ces messages-là. Bon, le takeaway bonus, on va arrêter parce que là, j'ai fait takeaway de takeaway de takeaway. Je me rappelle même plus que j'avais fait ça. Voilà. Voilà. Le dernier petit message, c'est que pour un service numérique, il va falloir toujours avoir une bonne balance qui va être entre la qualité de service et la quantité de ressources informatiques nécessaires. C'est une balance. Effectivement, ça sera toujours, bien pesé tout ça, donc voilà. Et cette quantité de ressources informatiques nécessaires, il faudra y mettre le bon niveau. Parce que c'est précieux, et parce qu'on en aura besoin encore longtemps. Et voilà, et j'ai un dernier truc ultra pompeux, mais que j'adore, qui est une phrase du Mahatma Gandhi, il faut qu'on soit le changement, enfin soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, il faut qu'on soit ce changement-là, que maintenant on a tous pris conscience de ce qui était notre monde qui nous entoure, et faisons-le s'améliorer, être moins gourmand et qu'il soit plus durable. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, j'ai été un peu long. Merci beaucoup Jérôme. Du coup j'ai enlevé le plein écran ici pour que justement on puisse voir s'il y a des questions de notre côté. Du coup oui, il y a des questions, donc je vais amener le micro pour que tu puisses entendre les questions.
Bonjour, déjà merci pour la présentation, c'était très intéressant. Vous dites du coup que l'agile... Alors je suis désolé, j'entends pas. Vous m'entendez? Non. Vous m'entendez là? C'est bon? Vous, Allô? vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Oui, je peux parler plus fort. Oui, je disais donc merci pour la présentation. Vous m'entendez bien? Non. Ouais, C'est bon. vas-y. Oui, donc je disais, donc vous dites que l'agile vert et les principes, enfin le Green IT et l'agile du coup ont des principes qui sont très communs, très proches les uns des autres. Moi, je vois qu'il y a au contraire des principes qui sont très opposés. Notamment, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit qui m'a particulièrement marqué, qui est quand les développeurs ne travaillent plus, les serveurs dorment. Mais généralement, en fait, c'est pas ce qui se passe en entreprise. Et pour plusieurs raisons, notamment pour tout ce qui est delivery continu. Parce que quand les développeurs arrêtent de travailler, généralement, c'est les packages qui se font, c'est l'automatisation des tests qui tournent. Et du coup, ça va à l'encontre de l'agile vert parce que du coup, on fait tourner des serveurs quand personne n'est dessus en train de travailler parce qu'on fait tourner d'autres choses. Et du coup, je voulais justement avoir votre avis là-dessus, si vous pouviez rebondir. Alors, je suis effectivement, ce que tu dis, je comprends. Alors, je suis pas un expert du DevOps. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a moyen de livrer en même temps, enfin de manière peut-être un petit peu décalée par rapport au moment où les gens sont là. Je suis pas sûr que les livraisons, comme tu dis, et que le déploiement continu soit fait. D'ailleurs, on parle de déploiement continu. On parle plus d'intégration continue. Le déploiement, le CD, il est un petit peu plus compliqué à faire. Le continuous delivery il est un petit peu plus compliqué à faire, mais je suis pas persuadé que ça soit fait la nuit. Enfin ça, tu vois. Enfin moi je vois souvent des environnements qui sont quand même des environnements de dev qui servent juste à rien. Tu peux les couper à 20h et puis ça sert vraiment juste à rien quoi. Parce que déjà je suis pas sûr qu'il y ait vraiment du déploiement continu tout le temps. Alors si c'est le cas dans ton entreprise, ben tant mieux, vous êtes très fort et Alors nous c'est pas tant du déploiement continu. C'est des choses que j'ai pas toujours vu ça. Et je pense qu'au niveau DevOps, il y a quand même à chaque fois beaucoup de progrès à faire. Et ces progrès, ils sont faits souvent avec le FinOps. Et alors le FinOps, le problème du FinOps, c'est qu'il peut y avoir deux problématiques à ça. C'est-à-dire que tu peux avoir l'effet rebond. C'est-à-dire te dire, bah, maintenant que j'ai libéré plein de places, je vais faire encore plus de services. Bah non. J'ai libéré plein de choses, mais je vais pas faire plus de choses. Et le deuxième problématique du FinOps, c'est surtout avec le cloud, c'est-à-dire que des fois, pour faire du cloud moins cher, on va aller le faire sur un pays qui est un mix énergétique beaucoup plus carboné que par exemple ce qui est fait en France ou dans d'autres pays du nord de l'Europe. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de cloud providers qui détaillent bien le mix énergétique qu'ils utilisent sur les services dans leurs différentes time zones. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, merci pour le retour. Merci. Je crois qu'il y avait une dernière question. Alors je me penche parce que il faut que j'écoute la question. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une petite question, c'est qu'on a pas mal parlé là du coup finalement de la phase de discovery dans un projet. Moi, la problématique que j'ai à l'heure actuelle, c'est que les PO que j'accompagne sont beaucoup sur la partie du coup pour le coup delivery et vraiment sur des produits qui vont être en run. Et notamment, la problématique, c'est que les KPI du coup dont vous avez parlé finalement sont pas hyper pertinents dans les codires dans lesquels se retrouvent les PO. Quel KPI vous préconiseriez sur cette phase-là précisément pour essayer d'améliorer les produits qui sont déjà en run? Alors attends, j'ai reformulé ta question parce que je suis pas bien sûr de l'avoir compris. Donc toi tu me dis que tu t'interviens plus sur la partie run, c'est ça? Oui, enfin les PO avec lesquels je travaille, ils sont effectivement sur la partie run, ouais. Voilà, et que les KPI que j'ai présentés, ils étaient pas très. En codir, dans les codires dans lesquels on les a présentés, n'étaient pas parlants, en tout cas pour les interlocuteurs. Et du coup, je voulais savoir s'il y en avait d'autres qu'on pouvait présenter qui peut-être faisaient entre guillemets plus mouche auprès de personnes qui sont pas tellement sensibles au numérique responsable malgré des efforts pédagogiques. Ouais. Le son. Alors, ok. Donc,
je suis désolé, mais j'ai l'impression que j'ai pas entendu ta question. Ce que je comprends, c'est que des KPI sur la consommation énergétique ou l'émission de gaz à effet de serre, c'est pas des choses que vous suivez, et c'est des choses qui sont pas pertinentes pour ton client. C'est ça que tu dis? Ou je suis à côté? Enfin, en gros, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas suffisamment, et je me demandais s'il y a des choses plus pédagogiques, en fait. Des trucs plus clairs pour des personnes non averties. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, hein, de toute manière, c'est ce que je disais aussi un petit peu avec le courage et les choses comme ça. Enfin, courage, c'est un bien grand mot, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est des choses qui des fois vont pas être très bien comprises par les clients. Ils vont dire, bah ça, ok, t'es bien gentil, mais on n'a pas le temps de s'intéresser à ça. Mais malgré tout, c'est des choses qu'on peut essayer. On peut essayer de montrer. Après, par exemple, sur l'infra, il y a beaucoup de choses qu'on peut montrer. Au niveau de l'infra, de la consommation CO2 de ton infra, eh ben, de l'optimiser au mieux, ça va faire baisser la consommation CO2 de ton infra. Donc c'est des choses qui sont liées. Oui, je pense que oui, ok. Je pense que je suis désolé, mais encore une fois, je suis désolé parce que je pense que j'ai vraiment mal entendu ta question et je pense que je dois répondre à côté de ce que tu me demandes. Elle la reposera par ailleurs pour. Ouais, je veux bien l'avoir dans un mail et un chat. Comme ça, je te répondrai vraiment en détail de ce que je sais et de ce que j'ai comme conviction. Hein. Ça peut être des fois pas les bonnes. Hein. Tout à fait. Bon, merci encore d'avoir permis de pouvoir faire cette conf à distance et avec les péripéties. Excuse-nous encore pour ça. Non, mais non, c'est moi. J'aurais vraiment préféré être là, pouvoir échanger avec les gens, c'est toujours plus sympa. Et voilà, désolé, j'ai des problématiques pour demain. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était fortement intéressant. On va te remercier et t'applaudir. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que c'est uniquement partie remise pour venir à Junior. Carrément, j'avais réservé l'hôtel et tout là. Et tout. Donc, il faut que je mette ça, là, faites un rôti et donnez-moi des axes d'amélioration, ça permettra de m'améliorer aussi. Ça serait vraiment cool. Encore merci à tous de m'avoir écouté. Merci à toi et à bientôt.